Il y a des silences qui pèsent plus lourd que n'importe quel bruit. Il y a des matins où l'on ouvre les yeux et où l'on entend, avant même que la conscience soit tout à fait éveillée, quelque chose d'étrange et de lourd. Cette absence de voix, cette maison qui ne répond pas, ce vide que l'on ne sait pas encore nommer. Et dans ce silence, une question monte, lentement, comme une marée qu'on ne peut pas arrêter. Est-ce que quelqu'un, quelque part, pense à moi en ce moment? Est-ce que mon existence compte encore? Si vous vous êtes posé cette question, même une seule fois, même à voix très basse, alors ce que vous allez entendre aujourd'hui est fait pour vous. Pas pour vous consoler avec des mots creux, pas pour vous promettre que tout ira bien si vous souriez davantage, mais pour vous offrir quelque chose de beaucoup plus précieux, la vérité sur ce que vous traversez, les outils concrets pour le traverser autrement, et la certitude profonde que ce chapitre de votre vie peut devenir le plus riche, le plus libre, le plus lumineux de tous. Parce que la solitude non apprivoisée est l'une des forces les plus destructrices que l'être humain puisse connaître. Et parce que la solitude consciente, habitée, transformée, elle est au contraire l'une des sources les plus pures de paix intérieure qui existent. Restez. Ce que vous alliez découvrir aujourd'hui pourrait changer profondément la façon dont vous vous réveillez demain matin. Imaginez un après-midi ordinaire. La lumière de fin de journée entre par la fenêtre du salon, elle dessine des ombres longues sur le parquet. La tasse de thé sur la table est encore chaude. La télévision est éteinte parce qu'on a décidé de ne pas la rallumer, de ne pas fuir dans ce bruit artificiel. Et là, dans ce moment très simple, très humain, on prend conscience que la pièce est vide, que la journée s'est écoulée sans qu'une seule voix amie ne l'ait traversée, que demain sera probablement pareil et après-demain aussi. Ce n'est pas un drame extraordinaire, ce n'est pas une catastrophe visible. C'est quelque chose de bien plus insidieux. C'est la texture ordinaire d'une vie dans la vieillesse sans compagnie constante, sans les mouvements et les bruits qui remplissaient autrefois les heures. C'est la réalité de millions de personnes à travers le monde, des hommes et des femmes qui ont vécu des vies pleines, qui ont aimé, travaillé, élevé des enfants, traversé des épreuves, et qui se retrouvent maintenant face à cette nouvelle géographie intérieure, si différente de tout ce qu'ils avaient connu avant. Et la question n'est pas de savoir si c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. La question est de savoir ce que l'on choisit d'en faire. Si ce que vous entendez résonne quelque chose en vous, si vous sentez que vous n'êtes pas seul à vivre cela, alors peut-être que ce serait le bon moment pour vous abonner à cette chaîne. Pas parce qu'il le faut, mais parce que vous méritez un espace où votre expérience est prise au sérieux, traitée avec la profondeur qu'elle mérite. Et si vous voulez, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Dites-nous simplement à quoi ressemble votre solitude à vous. Parce que chaque témoignage compte, chaque voix qui se lève fait reculer un peu l'obscurité. Maintenant, il faut dire quelque chose d'important, quelque chose que l'on n'aime pas entendre, mais que l'on doit entendre. La solitude non travaillée, non consciente, non transformée, elle ne reste pas neutre. Elle ne s'installe pas simplement comme un meuble un peu encombrant dans le salon de la vie. Non, elle grandit, elle s'étend. Comme un lierre qui monte lentement sur les murs d'une maison abandonnée, elle finit par recouvrir toutes les fenêtres, par bloquer la lumière, par affaiblir les fondations elles-mêmes. Les recherches en psychiatrie et en psychologie sociale sont sans équivoque sur ce point. La solitude chronique, non apprivoisée, est associée à une augmentation significative du risque de dépression majeure. Elle altère les fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, la capacité à raisonner. Elle affaiblit le système immunitaire de façon mesurable. Elle raccourcit l'espérance de vie. Ce ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des données issues de décennies de recherche sur le vieillissement humain. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil et encore plus douloureux. Quand on laisse la solitude s'installer sans la regarder en face, sans lui parler, sans chercher à la comprendre, elle commence à distordre la réalité. On commence à croire des choses qui ne sont pas vraies, que l'on est un fardeau pour les autres. Que personne ne s'intéresse vraiment à ce que l'on ressent. Que le meilleur de la vie est derrière soi. Que l'avenir n'offre rien de nouveau, rien d'excitant,
rien qui vaille la peine d'être attendu avec impatience. Ces pensées ne sont pas la vérité. Mais elles se présentent comme la vérité avec une conviction troublante, quand la solitude a eu le temps de creuser son sillon profond dans la psyché. Si vous ne changez rien à la façon dont vous habitez votre solitude, si vous n'apprenez pas les clés que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, alors ce n'est pas simplement une certaine tristesse qui vous attend. C'est quelque chose de bien plus grave, un rétrécissement progressif du monde intérieur, une fermeture lente des portes. Une vie qui se contracte, qui se diminue, qui finit par tenir dans un espace de plus en plus étroit, jusqu'à ce que même les petites joies semblent lointaines, inaccessibles, appartenant à un autre temps, à une autre personne. Et voici ce que les études sur le vieillissement montrent avec une précision qui devrait nous arrêter. Les personnes âgées qui n'ont pas développé de ressources intérieures autonomes, qui dépendent entièrement de stimulation externe ou de présence humaine pour se sentir vivantes, sont les plus vulnérables à cet effondrement psychologique progressif. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que personne ne leur a jamais dit que la solitude pouvait se travailler, se cultiver, se transformer en quelque chose de nourrissant. Pensez à un arbre en automne. Les feuilles tombent, la nature se dépouille. À première vue, cela ressemble à une mort. Mais sous la terre, les racines, elles, ne dorment pas vraiment. Elles s'approfondissent, elles cherchent l'eau plus loin, plus bas. Elles se préparent à un printemps que l'arbre ne peut pas encore voir, mais dont il garde lui la promesse. La vieillesse vécue consciemment, c'est cela. Ce n'est pas la mort des possibilités, c'est l'approfondissement des racines. Mais si l'on ne cultive pas ces racines, si l'on reste à regarder les feuilles tomber en croyant que c'est tout ce qu'il reste à voir, alors l'arbre s'affaiblit vraiment. Pas à cause de l'automne, à cause de l'abandon de sa propre profondeur. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas assez et que la psychiatrie moderne commence seulement à comprendre pleinement. L'isolement non choisi, non accepté, non transformé, crée dans le cerveau humain des patterns neurobiologiques qui ressemblent à ceux de la douleur physique chronique. Ce n'est pas une métaphore. Les études en neurosciences montrent que le cerveau traite l'exclusion sociale et la douleur physique dans des zones similaires. Autrement dit, vivre dans une solitude que l'on subit, que l'on n'a pas choisie, que l'on ne comprend pas, c'est faire vivre à son cerveau une douleur constante, sourde, qui use et qui épuise. Et comme toute douleur chronique, elle finit par colorer toute la perception. Elle teinte chaque souvenir d'amertume. Elle transforme les regrets en obsession. Elle fait de l'avenir une menace plutôt qu'une invitation. Voici la question que vous devez vous poser maintenant sincèrement, sans vous rouger. Est-ce que ma solitude actuelle m'appartient vraiment? Ou est-ce qu'elle me possède, elle, parce que la différence entre ces deux réalités est absolument fondamentale. Et c'est cette différence que nous allons explorer ensemble, avec précision et avec douceur. Il y a une image qui revient souvent dans les récits de ceux qui ont traversé des années de solitude difficiles dans la vieillesse. L'image d'une maison dont les volets restent enfermés, non pas parce que la lumière du dehors serait trop forte, mais parce que l'on a oublié, ou parce que l'on a cessé de croire que l'on méritait encore de la lumière. C'est une prison qui ne ressemble pas à une prison, elle ressemble à une maison, avec des meubles connus, des habitudes rassurantes, une routine qui protège. Mais les murs, imperceptiblement, se sont rapprochés. Et le plus cruel dans cette prison mentale de la solitude non apprivoisée, c'est qu'elle se construit avec les matériaux mêmes de notre histoire, les amours perdus. Les enfants partis vivre leur vie, les amis disparus, les rôles sociaux qui n'existent plus, les activités que le corps ne peut plus faire comme avant. Chaque perte, si elle n'est pas traversée, si elle n'est pas intégrée, devient une brique de plus dans ce mur. Et à un certain moment, on se retrouve enfermé non pas par la méchanceté du monde, mais par l'accumulation non digérée de tout ce qui a changé. C'est là que réside le vrai danger, non pas dans la vieillesse elle-même, mais dans la résistance au changement de forme que la vie nous propose.
Un homme, appelons-le Henri, avait 78 ans quand ses enfants ont commencé à s'inquiéter vraiment pour lui. Pendant des années, Henri avait repoussé l'idée de travailler sur sa solitude. Il disait « Je n'ai besoin de personne, j'ai toujours été ainsi ». Il pensait que son indépendance était une force, et d'une certaine manière, elle l'était. Mais cette indépendance s'était peu à peu transformée en quelque chose d'autre. Elle était devenue une carapace, un refus inconscient de ressentir le manque. Et derrière cette carapace, la douleur s'était accumulée silencieusement. Les regrets s'étaient cristallisés. La tristesse était devenue une compagne si familière qu'Henri ne la voyait plus comme une tristesse. Il pensait que c'était simplement sa personnalité, que c'était comme ça qu'il était. Ce n'est qu'à 78 ans, après un séjour à l'hôpital pour une dépression sévère, qu'Henri a compris qu'il avait attendu trop longtemps, que pendant toutes ces années où il croyait tenir bon, il s'était en réalité laissé envahir, que la vraie force n'était pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à habiter ce que l'on ressent avec conscience et avec douceur. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais il est vrai que chaque jour que l'on laisse passer sans prendre soin de son jardin intérieur, les mauvaises herbes y poussent un peu plus. Prenez un instant, maintenant même. Posez une main sur votre poitrine. Sentez le mouvement de votre respiration. Sentez ce que vous êtes vivant, là maintenant, dans ce moment. Cette sensation, aussi simple qu'elle soit, est déjà quelque chose. C'est un ancrage, et c'est à partir de cet ancrage que tout peut commencer à changer. Alors voici ce que nous allons faire ensemble. Nous allons explorer les 10 clés, pas des formules magiques, pas des solutions superficielles, mais des pratiques profondes, enracinées dans la psychologie et dans la sagesse, pour vivre une vieillesse heureuse, autonome, pleine. Pour transformer la solitude en compagne de route plutôt qu'un adversaire. Pour redécouvrir qui l'on est, vraiment, quand on enlève tous les rôles que la vie nous a fait jouer. La première clé, c'est l'art de revenir à soi-même. Pas de se replier sur soi, pas de s'isoler davantage, mais de se retrouver. Il y a une différence immense entre ces deux choses, et cette différence est peut-être la plus importante à comprendre. Se replier sur soi, c'est rétrécir, c'est fermer les portes une par une, avec peur, avec résignation. C'est laisser le monde se faire de plus en plus petit autour de soi comme un poule qui rétrécit au lavage. Se retrouver, c'est exactement le contraire, c'est plonger dans ses propres eaux et découvrir qu'elles sont bien plus profondes qu'on ne le croyait. C'est s'asseoir avec soi-même comme on s'assoirait avec un vieil ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps, avec curiosité, avec tendresse, avec l'envie de savoir ce qu'il est devenu. La pratique concrète ici est celle du journal de présence. Chaque matin, avant que la journée ne commence, avant que les habitudes et les distractions ne prennent le dessus. Prendre 5 minutes pour poser par écrit 3 choses, ce que je ressens dans mon corps en ce moment, ce qui occupe mon esprit et ce que j'attends ou que j'espère, même modestement, de cette journée. Ce ne sont pas des grandes vérités à trouver, c'est simplement le geste d'être témoin de soi-même, de se dire « je suis là, je compte ». Mon état intérieur mérite d'être observé avec attention. Cette pratique, aussi simple qu'elle paraisse, crée au fil du temps un lien de confiance profond avec soi-même. Elle combat la tendance à se dissoudre, à disparaître à ses propres yeux, que la solitude non travaillée peut induire. La deuxième clé, c'est la réconciliation avec le corps. Dans les années avancées de la vie, le corps change. Il ralentit, il se transforme, il signale ses limites avec une insistance qui peut être déconcertante pour ceux qui ont toujours été actifs. Et face à ces changements, on peut adopter 2 attitudes radicalement différentes. On peut traiter le corps comme un ennemi, comme quelque chose qui nous trahit, qui nous limite, qui nous rappelle à chaque instant que l'on n'est plus ce que l'on était. Cette attitude compréhensible est néanmoins extrêmement douloureuse. Elle crée une guerre intérieure permanente qui épuise et qui isole. Ou bien on peut apprendre à écouter le corps autrement, non plus comme un instrument de performance, mais comme un lieu d'habitation, un abri, un témoignage vivant de tout ce que l'on a traversé. Chaque ride est une histoire. Chaque douleur est un signal d'attention. Chaque moment de fatigue est une invitation à s'arrêter et à respirer. La pratique du scan corporel, issue de la tradition du mindfulness, est ici d'une aide précieuse.
Allongé ou assis confortablement, on parcourt mentalement chaque partie du corps, des pieds à la tête, sans jugement, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste observer, juste sentir, juste être présent à ce que le corps vit en ce moment. Cette pratique régulière, même 10 minutes par jour, modifie progressivement le rapport à son propre corps. Elle remplace la tension et le rejet par une forme d'acceptation chaleureuse qui est en elle-même thérapeutique. Mais attendez, une question s'impose ici. Combien de fois dans votre vie avez-vous vraiment habité votre corps, sans fuir dans vos pensées, sans être ailleurs? Combien de fois avez-vous senti la texture de votre propre présence comme quelque chose de précieux? Parce que c'est exactement cette capacité que nous cherchons à cultiver. Et elle est accessible à tous, à tout âge. La troisième clé, c'est l'intelligence de la gratitude. Pas la gratitude naïve que l'on affiche pour donner l'impression que tout va bien. Pas la gratitude performative qui masque la douleur. Mais la gratitude profonde, lucide, qui reconnaît que même dans les temps difficiles, même dans la solitude, il y a des moments, des sensations, des instants de beauté qui méritent d'être vus. Les études en psychologie positive, notamment Seyedemon et McCulloch, montrent que la pratique régulière de la gratitude consciente modifie de façon mesurable le fonctionnement du cerveau. Elle augmente l'activité dans les zones associées aux émotions positives. Elle réduit les ruminations. Elle améliore la qualité du sommeil. Ce ne sont pas des effets marginaux, ce sont des transformations profondes dans la façon dont le cerveau perçoit et traite l'expérience. Concrètement, cela signifie ceci. Chaque soir, avant de s'endormir, identifiez 3 choses, petites ou grandes, pour lesquelles on est sincèrement reconnaissant. Pas des généralités comme je suis content d'être en vie, mais des choses précises, tangibles, sensorielles. La couleur du ciel ce matin, le goût du café, une conversation téléphonique qui a duré 20 minutes, le chat du voisin qui s'est frotté contre la jambe. Ces micro-moments de beauté existent dans presque toutes les journées. Mais ils deviennent invisibles quand l'attention est entièrement focalisée sur ce qui manque, sur ce qui fait mal, sur ce qui est absent. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle élargit simplement le champ de vision. Elle permet au regard de voir plus loin que ce qui manque vers ce qui est là, présent, réel. La 4e clé, c'est la création d'un rythme intérieur. Les recherches sur le vieillissement montrent que la structure du temps est l'un des facteurs les plus protecteurs contre la dépression et le déclin cognitif chez les personnes âgées. Quand les rôles sociaux disparaissent, le travail, les enfants à élever, les obligations familiales, la journée peut devenir un espace sans bord, une étendue de temps indifférencié qui, paradoxalement, ne libère pas mais désoriente. L'être humain a besoin de rythme. Comme la mer a besoin de ses marées, comme la terre a besoin de ses saisons, sans rythme, l'énergie psychique se disperse, s'épuise dans une errance sans direction. Créer un rythme intérieur ne signifie pas remplir chaque heure de la journée d'activité obligatoire. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus personnel. Identifier quelques ancres temporelles dans la journée, des moments récurrents qui donnent à la journée une forme, une direction, un sens. Un moment de méditation le matin, un moment de marche au milieu de journée, un moment de lecture l'après-midi, un moment de connexion, même brève, même par téléphone avec quelqu'un, un moment d'écriture ou de création le soir. Ces ancres ne contraignent pas, elles libèrent, elles créent un sol ferme sous les pieds, un horizon visible dans la journée. Et c'est sur ce sol ferme que la sérénité peut s'enraciner. Êtes-vous curieux de savoir ce que la science dit sur le cerveau vieillissant et sa capacité à créer de nouvelles connexions? Parce que ce que vous allez entendre maintenant va peut-être changer profondément la façon dont vous pensez à votre propre avenir. La 5e clé, et elle est peut-être la plus révolutionnaire, c'est la neuroplasticité au service de la vieillesse heureuse. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau adulte, et a fortiori le cerveau âgé, était une structure figée, que ce qui était perdu pour toujours, que les apprentissages nouveaux étaient l'apanage des jeunes, que la vieillesse n'était qu'une période de déclin inévitable. Les neurosciences contemporaines ont balayé cette croyance avec une force remarquable.
Le cerveau humain, à tout âge, possède une capacité de neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de créer de nouvelles connexions neuronales, de modifier ses patterns de pensée et de comportement, d'apprendre des choses nouvelles. Cette capacité diminue avec l'âge, certes, mais elle ne disparaît jamais complètement. Et surtout, elle peut être cultivée. Comment? Par l'apprentissage actif, par la curiosité maintenue et vivante, par l'exposition régulière à des expériences nouvelles. Apprendre une nouvelle langue, même quelques mots. Jouer d'un instrument de musique. Pratiquer un jeu de stratégie. Apprendre à cuisiner des recettes inconnues. Toutes ces activités, qui semblaient anodines, sont en réalité de véritables entraînements pour le cerveau. Elles stimulent les connexions neuronales, elles maintiennent la vivacité cognitive. Et surtout, elles offrent quelque chose que la solitude non travaillée détruit progressivement. Un sentiment de progression, d'accomplissement, de capacité. Il y a dans l'apprentissage une forme d'humilité active qui est profondément saine. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on redevient peu débutant. On accepte de ne pas tout savoir. On ouvre un espace d'ignorance fertile dans lequel la curiosité peut à nouveau se déployer. Et cette curiosité, cet émerveillement devant ce que l'on ne connaît pas encore, est l'un des antidotes les plus puissants à la fermeture et à la tristesse chronique. La 6e clé, c'est l'art de la connexion légère. Et ici, il faut déconstruire un mythe très répandu. Un mythe qui fait beaucoup de mal, l'idée que pour ne pas être seul, il faut avoir des relations profondes, durables, intenses. L'idée que si l'on n'a pas un cercle d'amis proches, une famille présente, un compagnon ou une compagne, alors on est condamné à la solitude. Ce n'est pas vrai, et les recherches sociales le confirment. Il existe une forme de connexion que les sociologues appellent les liens faibles. Ces échanges brefs avec le boulanger du quartier, le voisin que l'on croise dans l'escalier, le libraire qui connaît vos goûts, la dame du jardin public avec qui on parle de la météo. Ces liens faibles, ces micro-connexions sociales, ont un effet mesurable et significatif sur le bien-être psychologique. Ils rappellent à la personne qu'elle existe, qu'elle est visible, qu'elle fait partie d'un monde vivant et peuplé. Cultiver ces liens légers, c'est une pratique. C'est un choix quotidien de s'ouvrir un peu, même quand la tentation du repli est forte. C'est sourire en entrant dans la boulangerie. C'est demander au voisin comment va son chenou. C'est s'arrêter un instant pour regarder les enfants jouer dans le parc avec une pensée bienveillante. Ce sont des gestes minimes en apparence, mais ils tissent jour après jour un réseau invisible de présence sociale qui protège et qui nourrit. Et puis il y a quelque chose de profond dans l'idée que la connexion n'a pas toujours besoin d'être réciproque pour être nourrissante. On peut se sentir connecté en lisant un livre qui nous touche profondément. On peut se sentir connecté en écoutant de la musique qui exprime exactement ce que l'on ressent. On peut se sentir connecté en regardant le ciel et en pensant à tous ceux qui regardent le même ciel en ce moment. La connexion est bien plus vaste que les relations humaines directes. Elle englobe tout ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas séparés du monde. La 7e clé, et c'est une clé que l'on n'entend pas souvent, dans les discours sur la vieillesse heureuse, c'est la pratique de la transmission. Il y a en chaque être humain, après une vie longue et traversée, une sagesse accumulée qui ne demande qu'à être partagée. Et dans ce partage, quelque chose de magnifique se produit, on ne cesse d'être seul. On devient un lien. Un passage entre les générations, une mémoire vivante. La transmission peut prendre 1000 formes. Écrire ces mémoires, même sans intention de les publier, simplement pour les fixer, pour les offrir peut-être à un jour un enfant ou un petit enfant. Participer à des ateliers intergénérationnels. Transmettre un savoir artisanal, une recette familiale, une technique de jardinage. Partager ses expériences dans des groupes de parole, dans des associations, dans des espaces communautaires. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas la prétention d'avoir tout compris. C'est simplement la reconnaissance que ce que l'on a vécu a une valeur. Que les cicatrices sont aussi des cartes. Que l'expérience d'avoir surmonté des épreuves peut être une lumière pour quelqu'un qui les traverse encore. Voici une vérité que la psychologie nous enseigne.
Le sentiment d'être utile est l'un des besoins humains les plus fondamentaux et l'un des plus négligés dans le traitement de la souffrance liée à la vieillesse. Quand on se sent utile, quand on sent que sa présence, son expérience, sa parole a un impact positif sur quelqu'un d'autre. Le sentiment de solitude recoulait de façon spectaculaire, pas parce qu'on a plus de compagnie, mais parce que l'on a retrouvé un sens, une direction, une raison de s'investir dans le monde. Savez-vous que les personnes qui pratiquent régulièrement des actes de bienveillance envers les autres vivent, en moyenne, plus longtemps et avec une meilleure santé mentale que celles qui ne le font pas? Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. La bienveillance déclenche dans le cerveau la libération d'ocytocine, de sérotonine et de dopamine, les molécules du bien-être et du lien social. Et le plus remarquable, c'est que cet effet se produit non seulement chez celui qui reçoit la bienveillance, mais aussi, et parfois plus fortement encore, chez celui qui la donne. La 8e clé, c'est l'apprivoisement du silence. Nous vivons dans une civilisation qui a peur du silence, qui le comble aussitôt qu'il se présente. Avec la télévision, la radio, les téléphones, les notifications infinies, comme si le silence était une menace, quelque chose d'inconfortable à neutraliser au plus vite. Mais le silence est une ressource. Une ressource rare et précieuse que la vieillesse solitaire peut, si on le choisit, offrir avec une générosité que les années actives ne permettaient pas. Le silence est l'espace dans lequel la pensée peut enfin se déposer et se clarifier. Il est l'espace dans lequel la créativité peut émerger. Il est l'espace dans lequel on peut enfin s'entendre soi-même, entendre ses propres désirs, ses propres valeurs, ses propres questions profondes. La méditation de pleine conscience, dans sa forme la plus simple, n'est rien d'autre que l'apprentissage d'une relation consciente avec le silence. Pas le silence absolu, car dans le silence, il y a toujours le son de sa propre respiration, les bruits du dehors, le mouvement de la vie, mais le silence de l'intention. L'arrêt volontaire du flux incessant des pensées, même pour quelques minutes, pour simplement observer ce qui est là, sans le juger, sans chercher à le changer. Cette pratique, développée régulièrement, même 5 minutes le matin, même 10 minutes l'après-midi, crée au fil du temps une qualité de présence à soi-même qui est profondément transformatrice. Elle permet de ne plus être ballotté par les pensées négatives comme un bateau dans une tempête. Elle permet de trouver au centre de soi quelque chose qui ressemble à un sol ferme, à un ancrage, à une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et c'est là que réside l'une des découvertes les plus profondes que la vieillesse consciente peut offrir. La paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. Ce n'est pas un endroit, ni une relation, ni une condition de vie. C'est une capacité. Une capacité qui se cultive, qui s'entraîne, qui se développe et qui, une fois trouvée, ne peut plus vraiment être perdue. La 9e clé, c'est la réconciliation avec le passé. Et ici, nous touchons quelque chose de particulièrement délicat et de particulièrement important pour ceux qui vivent leurs années avancées avec le poids des regrets. Les regrets sont naturels. Ils font partie de toute vie humaine honnête. Qui peut dire après des décennies de vie qu'il n'y a rien qu'il ferait différemment? Personne. Et ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas d'avoir des regrets. Le problème, c'est de les laisser devenir le prisme à travers lequel on regarde toute sa vie, passé et à venir. Il y a un concept en psychologie que l'on appelle la révision de vie, une pratique thérapeutique développée par le psychiatre américain Robert Butler, qui consiste à revisiter consciemment son histoire personnelle, non pas pour la rouger ou la réécrire, mais pour l'intégrer. Pour trouver dans chaque chapitre, même les plus douloureux, une cohérence, une signification, une valeur. Cette révision de vie peut se faire seule, par l'écriture ou par la méditation. Elle peut se faire avec un thérapeute ou dans un groupe de parole. Elle peut se faire simplement en racontant son histoire à quelqu'un qui sait écouter. Mais elle ne peut pas se faire sans une qualité fondamentale, l'autocompassion. L'autocompassion,
Et ici, on rejoint les travaux de Christine Neff qui ont profondément influencé la psychologie contemporaine. C'est la capacité de se traiter soi-même avec la même douceur et la même compréhension que l'on offrirait à un ami cher qui souffre. C'est reconnaître que l'on a fait du mieux que l'on pouvait, avec ce que l'on savait, avec ce que l'on était au moment où l'on l'a fait. C'est cesser de porter les erreurs du passé comme des pierres dans un sac qu'on ne peut jamais poser. Cette réconciliation avec le passé n'est pas une capitulation. Ce n'est pas prétendre que tout était bien, que les erreurs n'ont pas eu de conséquences, que les souffrances n'étaient pas réelles. C'est simplement accepter que cette histoire, avec ses lumières et ses ombres, avec ses victoires et ses défaites, c'est votre histoire. Elle est unique, elle est irremplaçable. Et elle a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, avec toute la profondeur et toute la complexité que cela implique. Voici quelque chose d'essentiel que l'on oublie trop souvent. Une vie vécue pleinement, avec ses joies et ses peines, avec ses amours et ses séparations, avec ses ambitions et ses renoncements. Une telle vie est une richesse. C'est un territoire que peu de gens ont eu le courage de traverser entièrement. Et vous, vous l'avez traversé. Il y a une beauté dans cette traversée que la vieillesse solitaire peut enfin permettre de voir. Pas la beauté des photos de vacances et des moments heureux triés sur le volet. Mais la beauté profonde, austère et lumineuse à la fois, de quelqu'un qui a vécu, qui a connu la perte et l'amour, la joie et le deuil, et qui est encore là, encore debout, encore capable de sentir le vin sur son visage et de trouver cela beau. La 10e clé, et c'est peut-être la plus difficile à accepter mais la plus libératrice de toutes, c'est l'art de se suffire à soi-même. Pas dans le sens d'une autosuffisance froide et orgueilleuse qui n'aurait besoin de rien ni de personne, mais dans le sens d'une complétude intérieure. Une capacité à se trouver soi-même, une compagnie digne, intéressante, nourrissante. Cette idée peut sembler étrange dans une culture qui a fait de la vie en couple, de la vie en famille, de la vie en communauté, le seul modèle valable d'existence humaine. Une culture qui traite la solitude comme un déficit, comme l'absence de quelque chose qui devrait être là. Comme si être seul était toujours une situation d'atteinte, une situation provisoire en attendant de trouver quelqu'un. Mais il existe une tradition philosophique et spirituelle très ancienne, présente dans toutes les grandes cultures humaines, qui reconnaît dans la solitude consciente une forme d'accomplissement. Les stoïciens grecs, les mystiques chrétiens, les sages bouddhistes, les poètes romantiques. Tous, à leur manière, ont reconnu que la capacité à être pleinement avec soi-même est une forme de liberté que peu de choses peuvent égaler. Ce n'est pas une solitude de résignation. Ce n'est pas la solitude de celui qui a abandonné tout espoir de connexion. C'est la solitude de celui qui a fait la paix avec lui-même, qui s'est retrouvé, qui a découvert que l'espace intérieur est infiniment vaste, infiniment fertile, infiniment capable de produire de la joie, de la beauté, de la pensée, de la créativité. Et cette découverte que l'on peut être heureux seul, vraiment heureux, pas d'un bonheur de façade, mais d'un bonheur profond et enraciné, cette découverte est accessible à tous. Elle ne demande pas de conditions particulières, elle ne requiert ni santé parfaite, ni finances abondantes, ni jeunesse retrouvée. Elle demande seulement une chose, la décision de chercher, avec honnêteté et avec patience, ce qui est déjà là en soi, attendant d'être trouvé. Imaginez maintenant un autre après-midi. La même lumière de fin de journée, la même tasse de thé sur la table, la même maison. Mais quelque chose a changé. Pas dehors, dedans. Le silence n'est plus un vide qui fait peur. Il est devenu un espace que l'on habite. La solitude n'est plus une absence qui blesse. Elle est devenue une présence. La présence à soi-même, la présence au monde, la présence à cette vie unique et irremplaçable que l'on est en train de vivre. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle ne se produit pas en un jour ni en une semaine. Elle se produit comme une aube, lentement, imperceptiblement, puis soudain, on réalise qu'il fait clair alors qu'il y a peu de temps encore il faisait nuit. Elle se produit quand on commence à pratiquer, régulièrement, avec patience et avec douceur, les gestes qui nourrissent la vie intérieure. Le journal du matin.
le scan corporel, la marche consciente, la pratique de la gratitude, l'apprentissage de quelque chose de nouveau, la connexion légère avec le voisinage, la transmission d'une expérience ou d'un savoir, la méditation silencieuse, la révision de vie avec autocompassion. Et enfin, cette décision fondamentale de se traiter soi-même comme quelqu'un qui mérite une belle vie, une vie pleine, même seul, même dans le calme, même sans les tumultes et les bruits de la vie active. Il faut dire aussi quelque chose sur l'amour. Parce que la vieillesse solitaire n'est pas l'absence d'amour. L'amour ne disparaît pas quand la vie conjugale s'arrête. Il ne s'éteint pas avec la mort d'un compagnon ou d'une compagne. Il ne se tarit pas parce que les enfants sont loin ou que les amis se font rares. L'amour, dans sa forme la plus profonde, est une capacité, une orientation de l'être vers le monde et vers les autres. Et cette capacité peut être cultivée, nourrie, développée à tout âge et dans toutes conditions de vie. L'amour bienveillant, metta, comme on dit dans la tradition bouddhiste, est une pratique méditative qui consiste à cultiver délibérément des sentiments de tendresse et de bienveillance, d'abord envers soi-même, puis envers les personnes proches, puis envers les inconnus, puis même envers ceux avec qui on a des difficultés. Cette pratique, qui peut sembler artificielle au début, produit avec le temps des effets remarquables sur l'état émotionnel et sur la qualité des relations sociales. Elle commence toujours par soi-même. Par se souhaiter à soi-même, sincèrement, puissé-je être heureux, puissé-je être en bonne santé, puissé-je être en paix, puissé-je vivre avec légèreté et avec joie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la reconnaissance que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, que pour offrir de la bienveillance au monde, il faut d'abord en avoir pour soi-même, que la source doit être remplie avant de pouvoir irriguer le jardin. Et ce jardin intérieur, voilà une image sur laquelle il vaut la peine de s'arrêter un moment. Toute vie intérieure est un jardin. Elle a besoin d'eau, de lumière, d'attention. Elle a besoin que l'on arrache parfois les mauvaises herbes de la rumination et du ressentiment. Elle a besoin que l'on sème de nouvelles graines, de curiosité, d'ouverture, de créativité. Elle a besoin de saisons, de périodes d'activité intense et de périodes de repos, de périodes d'extroversion et de périodes de retrait. Un jardin abandonné ne meurt pas tout de suite, il change, il se transforme, mais pas de la façon dont on aurait voulu. Les ronces prennent le dessus sur les fleurs, l'ombre envahit les endroits qui étaient lumineux. La structure se perd dans le désordre. Un jardin cultivé avec attention et avec amour, lui, devient de plus en plus riche avec les années. Les arbres prennent de l'envergure. Les racines s'approfondissent. Les fleurs reviennent chaque printemps avec une fidélité rassurante. Et même en hiver, même dans les moments de dépouillement, il y a une beauté austère et profonde qui parle de permanence et de profondeur. Votre vie intérieure est ce jardin. Et vous en êtes le jardinier. Une question mérite d'être posée ici, directement et sans détour. Avez-vous déjà permis à quelqu'un de vous dire que vous méritez d'être heureux, vraiment, profondément, indépendamment des conditions extérieures de votre vie, pas d'un bonheur de surface, pas d'une bonne humeur performative, mais d'une sérénité fondamentale qui ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas, de si les enfants appellent ou non, de si le temps est beau ou gris, de si le corps fait mal ou non. Ce bonheur-là existe. Il n'est pas réservé aux philosophes, ni aux moines, ni aux gens extraordinaires. Il est accessible à chacun. Il se trouve exactement là où vous êtes, dans cette maison, dans ce corps, dans cette vie. Il attend simplement que vous décidiez de le chercher. Et la décision de le chercher, c'est peut-être la chose la plus courageuse que vous puissiez faire aujourd'hui. Pas de grande bravoure spectaculaire, pas de geste héroïque, juste cette décision intérieure, douce et ferme à la fois, je vais prendre soin de moi, je vais apprendre à être ma propre compagnie, je vais cultiver ma vie intérieure comme on cultive en jardin, je vais habiter pleinement ce temps qui me reste, non pas dans la résignation, mais dans la curiosité et dans la gratitude. Cette décision change tout, pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais comme un changement de cap au début d'un voyage, imperceptible au départ, décisif à l'arrivée. Permettons-nous de revenir maintenant sur quelque chose d'essentiel,
quelque chose que nous n'avons fait qu'effleurer jusqu'ici, mais qui mérite toute notre attention. Le rôle du corps dans la santé mentale de la personne âgée vivant seule. On ne peut pas penser la vieillesse heureuse et autonome sans parler du mouvement. Pas du sport de performance, pas de la course à pied ou de la musculation intensive, mais du mouvement doux, régulier, conscient du corps à travers l'espace. La marche simple, lente, attentive est l'une des pratiques les plus puissantes qui existent pour maintenir à la fois la santé physique et la santé mentale dans les années avancées de la vie. Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a montré que 30 minutes de marche, 5 fois par semaine, réduisait de façon significative les symptômes dépressifs chez les personnes âgées. Non pas parce que la marche résout les problèmes, mais parce qu'elle mobilise le corps, qu'elle libère des endorphines, qu'elle ancre dans le présent par le biais des sensations physiques, qu'elle rompe l'immobilité du repli. Et quand on marche avec attention, quand on sent sous ses pieds la texture du sol, quand on observe les arbres, les nuages, les passants, quand on respire consciemment l'air du dehors, alors la marche devient une méditation. Elle devient une pratique de présence au monde qui combat directement l'enfermement dans la rumination et dans le passé. Le yoga doux, le tai chi, la natation, la danse même dans sa forme la plus simple, toutes ces pratiques qui associent le mouvement du corps à la présence de l'attention sont d'une valeur inestimable. Elles rappellent que le corps est vivant, qu'il est capable de plaisir, qu'il peut être une source de joie et non simplement un objet de souffrance et de limitation. Pensez à l'eau qui s'écoule. Elle ne s'ébatte pas contre les obstacles, elle les contourne. Elle trouve toujours son chemin. Elle s'adapte à la forme du terrain sans perdre sa nature. C'est une image précieuse pour penser à la vieillesse consciente. Non pas la résistance obstinée au changement, qui épuise et qui brise, mais l'adaptation fluide, la souplesse intérieure qui permet de continuer à avancer même quand le chemin n'est plus celui qu'on avait imaginé. Cette fluidité, cette capacité d'adaptation est elle aussi quelque chose qui se cultive. Elle se cultive par la pratique de l'acceptation, non pas la résignation passive, mais l'acceptation active, celle qui dit « voilà ce qui est, voilà ce que je ne peux pas changer, voilà ce qui est là ». Comment puis-je l'habiter avec le plus de grâce et d'intelligence possible? Et voici peut-être l'enseignement le plus profond que la vieillesse solitaire consciente peut offrir. Elle apprend à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, que les stoïciens avaient placée au cœur de leur philosophie, est d'une actualité et d'une pertinence remarquables pour comprendre comment traverser les années avancées de la vie avec sérénité. Ce qui ne dépend pas de nous, que nos enfants appellent ou non, que notre santé se maintienne ou décline, que nos amis soient encore là ou partis, que le monde reconnaisse notre valeur ou l'ignorer. Ce qui dépend de nous, la façon dont nous choisissons de répondre à tout cela, l'attention que nous portons à notre vie intérieure, les gestes que nous posons chaque jour pour nourrir notre bien-être, la qualité de présence que nous offrons à chaque moment de notre existence. Et dans cet espace, l'espace de ce qui dépend de nous, il y a une liberté immense. Une liberté que ni l'âge, ni la solitude, ni les circonstances extérieures ne peuvent réellement entamer. Avant de terminer, prenons un moment pour respirer ensemble. Vraiment, posez votre attention sur votre souffle. Sentez l'air qui entre par les narines, les errements plus frais que celui qui sort. Sentez la poitrine et le ventre qui se soulèvent doucement. Sentez dans ce geste le plus ordinaire de la vie, respirer, la preuve irréfutable que vous êtes là, que vous êtes vivant, que ce moment existe et qu'il ne reviendra jamais. Chaque souffle est unique, chaque moment est unique. Cette journée, avec tout ce qu'elle contient de simple et d'ordinaire, ne se répétera jamais. Elle est irremplaçable. Et vous qui êtes là, vous qui écoutez, vous qui avez eu le courage de vous asseoir avec ces questions difficiles, vous aussi, vous êtes irremplaçable. La vieillesse solitaire n'est pas une condamnation. Ce n'est pas la fin d'une histoire. C'est un territoire nouveau, différent de tout ce qu'on a connu avant et qui demande une cartographie nouvelle, des outils nouveaux, une façon nouvelle d'être au monde. Ce territoire a ses défis. Nous ne les avons pas niés,
La solitude non apprivoisée est un danger réel, documenté, que nous avons regardé en face avec honnêteté. La dépression, le déclin cognitif, l'amertume, le rétrécissement du monde intérieur, ce sont des risques réels que l'inaction et l'abandon de soi rendent plus probables. Mais ce territoire a aussi ses trésors. Des trésors que les années actives et remplies ne permettaient pas toujours de trouver. La connaissance de soi profonde, la paix qui ne dépend pas des circonstances, la liberté de choisir comment passer chaque heure, chaque jour, la capacité de se suffire à soi-même comme compagnie, non pas par défaut mais par choix et par accomplissement. La sagesse accumulée d'une vie traversée entièrement avec tout ce que cela implique de richesse et de profondeur. Ces trésors ne se trouvent pas par hasard, ils se trouvent en cherchant, en pratiquant, en cultivant, jour après jour, avec patience et avec amour, les 10 clés que nous avons explorées ensemble aujourd'hui. Revenir à soi-même avec tendresse, se réconcilier avec son corps, pratiquer la gratitude consciente, créer un rythme intérieur qui nourrit, stimuler le cerveau par l'apprentissage continu, cultiver les connexions légères du quotidien, s'engager dans la transmission et le service, apprivoiser le silence comme ressource, se réconcilier avec son passé par l'autocompassion. Et enfin, apprendre l'art précieux et libérateur de se suffire à soi-même. Ce sont des clés, pas des solutions magiques, pas des recettes instantanées, mais des pratiques vivantes qui, intégrées dans la quotidienneté, transforment peu à peu la texture même de l'existence, qui font passer la vie d'une succession de jours qui passe à une succession de moments habités. Et dans cette habitation pleine et consciente de sa propre vie, même seul, même dans le calme, même loin de l'agitation du monde, il y a quelque chose qui ressemble de très près à ce que les êtres humains cherchent depuis toujours sous le nom de bonheur. Non pas un bonheur de surface qui dépend de ce que les autres font ou ne font pas, mais un bonheur enraciné, stable, profond. Un bonheur qui ressemble à un arbre dont les racines descendent si profond dans la terre qu'aucune tempête ne peut le déraciner. Un bonheur qui est là, même quand il pleut, même quand il fait froid, même quand les nuits sont longues. Ce bonheur-là vous appartient. Il a toujours vous appartenu. Et il vous attend là, exactement là où vous êtes, dans cette maison, dans ce corps, dans cette vie que vous continuez de construire, chaque jour à votre propre rythme, selon vos propres valeurs, dans votre propre lumière. Si quelque chose dans ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, si une clé vous a semblé particulièrement précieuse ou particulièrement urgente à utiliser, partagez-le dans les commentaires. Dites-nous quelle est la première chose que vous allez faire aujourd'hui pour prendre soin de votre vie intérieure, parce que cette conversation ne s'arrête pas avec la fin de cette vidéo. Elle continue dans le secret de votre quotidien, dans les petits gestes que vous posez chaque jour vers vous-même. Et elle continue aussi ici, dans cet espace que nous construisons ensemble, pour tous ceux qui cherchent à vieillir, non pas dans la résignation, mais dans la grâce. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer ce voyage, si vous voulez que cette voix, ces réflexions, ces outils soient régulièrement présents dans votre vie. Chaque vidéo est une invitation à s'arrêter, à respirer, à regarder en face ce qui se passe à l'intérieur et à choisir, chaque fois, de prendre soin de soi avec la même douceur et la même sérieux que l'on mettrait à prendre soin de quelqu'un qu'on aime profondément, parce que vous le méritez. Pas parce que vous avez accompli suffisamment de choses, pas parce que vous avez été suffisamment bon ou suffisamment fort, mais simplement parce que vous existez, parce que vous êtes là. Parce que cette vie qui bat en vous, même dans ces moments les plus silencieux, est quelque chose de précieux et de sacré. Prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin intérieur. Et sachez que dans ce soin quotidien, dans cette attention douce et persistante portée à votre propre vie, vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous apprenez à fleurir, seul, dans toute la beauté et toute la dignité de ce que vous êtes. La lumière sera toujours là, au bout de la nuit la plus longue. Et vous, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers elle.